Et si notre conscience, hein, ce truc hyper personnel, ce sentiment d'être soi, si ça ne venait pas juste de nos neurones? Si notre cerveau, au fond, c'était moins un générateur qu'une espèce d'antenne ultra sophistiquée qui capterait une réalité plus large. C'est une image forte, oui. Ça remet en question beaucoup de choses. Carrément. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui, de cette confrontation entre deux visions, et, deux manières de voir la conscience. D'un côté, la vision classique, on va dire, des neurosciences, Le cerveau générateur, oui. Le modèle dominant. voilà. Et de l'autre, une perspective plus alternative, qu'on appelle souvent noétique, l'idée que le cerveau serait plutôt un récepteur. Une sorte de pause de radio cosmique, pour reprendre l'analogie. Exactement. Alors, notre objectif ici, c'est pas de trancher, hein, pas de dire c'est ça la vérité, c'est plutôt de décortiquer un peu ces deux modèles, voir les arguments, les preuves, les limites aussi. Comprendre pourquoi ce mystère persiste, en fait. Tout à fait. Parce que ça touche à des questions fondamentales. Qui sommes-nous? Des îles isolées ou connectées à quelque chose de plus grand? Bon, allez, on se lance. Allons-y. Commençons par le modèle qu'on connaît le mieux, le cerveau générateur. L'idée clé, c'est l'émergence, c'est ça. C'est exactement ça. Pour la science matérialiste, la conscience n'est pas une chose en plus. C'est une propriété qui émerge de la complexité du cerveau. Ah oui, l'analogie avec l'eau. Une molécule, H2O, seule, elle n'est pas mouillée. Précisément, c'est l'interaction d'un très grand nombre de molécules qui fait apparaître cette propriété, le mouillé. Pour la conscience, c'est pareil. Elle naîtrait de l'interaction de milliards de neurones. C'est le tout qui est plus que la somme des parties, en gros. Exactement. Et historiquement, ça a permis d'intégrer l'esprit dans une vision naturelle, compatible avec l'évolution, sans le réduire à un simple rouage. On parle de processus dynamiques, de boucles réflexives, tu vois. La conscience influence le cerveau qui influence la conscience. Donc c'est pas juste un mécanisme passif. Non, c'est bien plus complexe et dynamique. Ça rompt avec le vieux dualisme cartésien, l'esprit d'un côté, le corps de l'autre. Ok, donc si on suit cette logique, la conscience est le résultat naturel, tu disais, de cette complexité biologique. Et comment les neuroscientifiques, comment ils essayent de voir ça? J'imagine que l'imagerie cérébrale joue un grand rôle. Ah oui, c'est fondamental. Les techniques comme l'IRM fonctionnel, l'EEG, ça permet de voir quelles zones s'activent quand on fait certaines tâches, quand on ressent quelque chose. On cherche la zone de la conscience? Pas vraiment une zone unique. C'est plutôt des réseaux complexes qui sont impliqués. On sait que les cortex frontaux et pariétaux sont très importants, par exemple. D'accord. Et un critère clé en labo, c'est ce qu'on appelle la rapportabilité subjective. En gros, la capacité de dire « là, je suis conscient de voir cette image » ou « je ressens de la peur ». On cherche les corrélats neuronaux de cette capacité à rapporter son propre état. Ok, on voit où ça s'active quand on dit être conscient. Mais ça n'explique pas le ressenti lui-même, si. Pourquoi ça fait cet effet-là de voir du rouge ou d'être triste? C'est ça le fameux problème difficile. C'est exactement ça. Le terme vient du philosophe David Chalmers. Identifier les zones qui s'allument, les corrélats neuronaux, c'est le problème facile. Enfin, facile, c'est déjà très complexe techniquement, évidemment. Bien sûr. Mais expliquer comment et pourquoi de l'activité physique des neurones qui déchargent, des réactions chimiques, comment ça donne naissance à une expérience subjective, à ce qu'on ressent de l'intérieur, les fameux qualia. L'effet que ça fait d'être moi, quoi. Voilà. Ça, aujourd'hui, personne n'a d'explication satisfaisante. C'est un vrai gouffre conceptuel. Et c'est justement dans ce gouffre, dans ce manque d'explication, que les autres théories trouvent leur place, comme celle du cerveau récepteur. Tout à fait. Cette lacune épistémologique, elle laisse un espace pour des hypothèses qui sortent du cadre purement matérialiste. Si le modèle du générateur peine à expliquer le cœur même de l'expérience, peut-être qu'il faut explorer ailleurs. Parlant de sortir du cadre, comment le modèle matérialiste gère-t-il des expériences comme les EMI, les expériences de mort imminente? Ces récits sont troublants, non? Une conscience claire alors que le cœur est arrêté? C'est troublant, oui, et fascinant pour les chercheurs. Mais pour la neurobiologie, ça reste explicable dans le cerveau. L'idée dominante, c'est que ce sont des hallucinations complexes, très structurées, oui, mais générées par un cerveau en situation de stress extrême. Le manque d'oxygène, ce genre de choses? Exactement. Hypoxie, anoxie, libération massive de neurotransmetteurs, peut-être un dernier pic d'activité électrique un peu chaotique avant l'arrêt complet. Des équipes comme le Coma Science Group à Liège travaillent là-dessus.
Ils essaient même de reproduire ça? En tente de reproduire certains aspects, oui. Par exemple, avec des substances comme la DMT qui peuvent induire des états modifiés de conscience qui ressemblent un peu. Le but, c'est pas de nier la force de l'expérience vécue, mais de la rattacher à des processus cérébraux, même extrêmes. Une explication endogène, quoi. Ok, le cerveau qui hallucine sous stress extrême. C'est la vision matérialiste. Mais ces mêmes MEI, elles sont vues tout autrement par l'autre camp. Ah oui, pour le paradigme noétique, c'est presque une preuve. Justement, parlons-en. Le cerveau comme récepteur. D'où vient ce mot d'ailleurs, noétique? Ça sonne un peu philosophique. Ça l'est à l'origine chez Husserl. En philo, la noèse, c'est l'acte de penser, l'intentionnalité de la conscience, le fait qu'elle vise toujours quelque chose. C'était assez pointu. Mais le sens a changé? Oui, il y a eu un glissement. D'abord avec Viktor Frankl, le psychiatre, qui parlait de dimension noétique pour la part spirituelle de l'humain. Et puis, plus récemment, le terme a été popularisé parfois même par la fiction pour désigner un champ un peu hybride, Hybride, c'est-à-dire? qui cherche à faire le pont entre science et, disons, spiritualité ou expérience non ordinaire. Explorer l'idée d'une sorte d'intelligence cosmique, d'une reliance fondamentale. D'accord, la noétique moderne, c'est cette tentative de réconcilier science et une vision plus large de la conscience qui dépasserait notre cerveau. C'est un peu ça l'idée, oui. Et ça, c'est structuré. Il y a par exemple l'Institute of Noetic Science, l'IONS. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, fondé par un astronaute, non? Exactement. Edgar Michel d'Apollo 14. Il a raconté avoir vécu une expérience très forte en revenant de la Lune, une sorte d'épiphanie, de sentiment de connexion universelle. Et ça l'a marqué au point de vouloir explorer ça scientifiquement. C'était en 1973. Une histoire assez incroyable quand même. Et aujourd'hui, il y a des figures importantes dans ce domaine. Oui, une figure très connue de l'IONS, c'est Dean Radin. C'est un scientifique, il a une formation solide en ingénierie, en psychologie, il a travaillé dans des labos reconnus comme Bell Labs, Princeton. Donc un parcours scientifique classique au départ. Tout à fait. Et il a écrit des livres assez influents comme The Conscious Universe ou Untangled Minds. Il défend l'idée que la conscience est fondamentalement interconnectée et il cherche des liens avec la physique quantique. La physique quantique, on y reviendra. Mais le fait d'avoir des figures comme Mitchell ou Radin, c'est une stratégie pour... Légitimer un peu ce domaine. Clairement. Ça vise à donner une crédibilité scientifique à des recherches qui sont quand même très en marge de la science conventionnelle, il faut le dire. Alors justement, quels sont les arguments principaux pour ce modèle du cerveau récepteur? On a déjà parlé des EMI. Oui, les EMI sont vraiment un argument central pour la noétique. Le raisonnement est assez direct. Si des gens rapportent avoir une conscience claire, des souvenirs précis, parfois même des perceptions de leur environnement... La fameuse perception véridique. Exactement. S'ils perçoivent des détails de la scène de réanimation, par exemple, alors que leur cerveau est censé être éteint, avec un électroencéphalogramme plat... Alors, la conscience ne peut pas être produite par ce cerveau à ce moment-là. Voilà. Elle doit venir d'ailleurs. Le cerveau ne ferait que la capter en temps normal, et cette capacité pourrait persister un peu, même quand le cerveau arrête de fonctionner. Et cette perception véridique, le fait de rapporter des détails vérifiables, c'est considéré comme une preuve solide ? Pour les partisans de la noétique, oui, absolument. La cohérence des récits, parfois confirmée par des témoins, c'est vu comme une validation forte. Mais la science classique n'est pas convaincue. C'est là que ça coince. On touche à une vraie divergence de méthode. La science conventionnelle demande des preuves contrôlées, en milieu expérimental. Par exemple, des études où on mettrait des cibles visuelles cachées dans les salles de réa. Pour voir si les patients en EMI les voient ? C'est ça. Il y a eu quelques tentatives, mais pour l'instant, les résultats ne sont pas vraiment concluants. Donc on a un débat sur ce qui compte comme preuve. Le témoignage subjectif, même cohérent, face à la donnée expérimentale contrôlée. C'est pas simple. L'autre grande piste explorée par la noétique, tu l'as mentionné, c'est la physique quantique. Un peu l'idée d'expliquer le très grand mystère de la conscience par le très petit monde étrange du quantique. C'est une ligne d'argumentation très présente, oui. Et sans doute la plus spéculative et controversée. L'idée de base, c'est que la physique classique, celle de Newton, ne suffit pas pour comprendre la conscience. Il faudrait aller chercher du côté des phénomènes quantiques. Comme l'intrication ? Ces particules connectées à distance ? Exactement, la non-localité quantique est souvent invoquée. Si deux particules peuvent être liées instantanément quelle que soit la distance, peut-être que la conscience elle-même est non locale, pas limitée au cerveau. L'intrication pourrait en être le support physique. Waouh ! Donc nos consciences pourraient être intriquées les unes aux autres ou à une conscience plus vaste.
c'est l'idée vertigineuse que certains explorent. Il y a même des théories plus précises, comme Horch-Howard de Penrose et Ameroff, qui essaient de localiser des effets quantiques dans les neurones au niveau des microtubules. D'accord. Et Dean Radin, lui, il va plus loin? Oui, Radin suggère que les phénomènes télépathie, précognition, ce genre de choses, seraient des manifestations de cette connexion quantique fondamentale. Il a mené pas mal d'expériences là-dessus. Des expériences? Sur quoi, par exemple? Générateur de nombres aléatoires. L'idée est de voir si la concentration mentale peut biaiser un processus normalement aléatoire. Et ça marche? Alors, c'est là que ça devient très débattu. Radin et d'autres chercheurs rapportent des effets statistiquement significatifs. Mais, et c'est un grand mais, ces effets sont minuscules, Ah, extrêmement faibles, tellement faibles qu'il est très difficile d'être sûr que ce n'est pas juste du bruit statistique, un artefact, un biais méthodologique, surtout quand on fait des milliers d'essais. donc l'idée d'une conscience qui agirait comme un opérateur quantique, c'est fragile. Disons que la base empirique est très mince et très contestée. La reproductibilité par des labos indépendants est un gros problème. C'est un point de friction majeur. Ok. Mais si on se place un instant dans cette perspective noétique, même à titre d'hypothèse, comment ça redéfinit quelque chose comme l'intuition? Ah, l'intuition prend une dimension complètement différente. Ce n'est plus seulement un traitement rapide et inconscient d'infos qu'on a déjà dans le cerveau. Ce qu'on appelle parfois la reconnaissance de pattern? Voilà, dans la vision noétique, l'intuition pourrait être une sorte de connexion directe, un accès à un champ d'information plus vaste, à cette conscience universelle. Le cerveau récepteur capterait un signal pertinent venu de l'extérieur en quelque sorte. Donc le cerveau ne produit pas l'intuition, il la reçoit. C'est l'idée, oui, une information non locale qui arrive. C'est radicalement différent de la vision classique où le cerveau calcule et déduit. Et la méditation alors? Quel rôle elle joue là-dedans? Ce serait une façon d'améliorer la réception de l'antenne. C'est exactement comme ça qu'elle est souvent présentée. La méditation serait une technique pour régler notre récepteur cérébral. Comment ça, régler? En calmant le bruit mental, le flot de pensée habituel, on réduirait les interférences. On deviendrait plus sensible à ces signaux plus subtils, venant de cette conscience non locale. On parle parfois de changer de fréquence pour rester dans l'analogie radio. C'est une manière de lier des pratiques contemplatives très anciennes à ce modèle moderne finalement. Tout à fait. Et on fait le lien avec la physiologie. On sait que la méditation modifie l'activité électrique du cerveau, les ondes cérébrales, plus d'ondes alpha, θ. Associé à la relaxation, à la créativité. Oui, et l'interprétation noétique, c'est de dire « voilà la preuve qu'on ajuste notre outil ». Calmer le système nerveux, changer les ondes, ce serait la condition physique pour mieux capter cette réalité plus vaste. On essaie d'intégrer des données neuroscientifiques dans ce cadre non matérialiste. C'est une tentative d'unification en somme. Mais évidemment, ce modèle noétique, avec ses liens quantiques, les phénomènes psy, ça doit susciter beaucoup de critiques, non? Oh que oui, énormément. Les objections sont nombreuses et viennent de plusieurs fronts. Par exemple, D'abord, sur le point philosophique, on revient à ce problème difficile. Critiquer le modèle matérialiste parce qu'il n'explique pas les qualia, c'est une chose. Mais invoquer les mystères de la physique quantique, ça ne résout pas le problème fondamental du ressenti. remplacer un mystère par un autre en quelque sorte. C'est un peu ça que disent les critiques. Aucune équation de physique quantique, aussi sophistiquée soit-elle, ne nous dit ce que ça fait de ressentir de la joie ou de voir la couleur bleue. Le fossé reste là. Et au niveau de la physique elle-même, il y a des obstacles. Oui, un obstacle majeur. La décohérence quantique. Les états quantiques, comme l'intrication, sont incroyablement fragiles. Ils sont détruits très vite par l'interaction avec l'environnement. Et le cerveau, c'est pas vraiment un environnement calme et isolé. Pas du tout. C'est chaud, humide, plein d'activités électriques et chimiques. C'est un environnement très bruyant au sens quantique. La plupart des physiciens pensent que des états quantiques cohérents ne pourraient pas survivre assez longtemps dans le cerveau pour jouer un rôle au niveau neuronal. C'est un défi théorique énorme pour les modèles de conscience quantique. D'accord. Et puis, il y a cette association un peu sulfureuse peut-être avec la parapsychologie, l'étude des phénomènes psy. Oui, c'est clairement un point sensible. L'ion et la noétique sont souvent liés à ce champ de recherche. Or, la parapsychologie est vue par la majorité de la communauté scientifique comme une pseudo-science.
Pourquoi si sévère? Pour plusieurs raisons. On a déjà parlé de la faiblesse extrême des effets rapportés. Ensuite, il y a le problème de la réplication. Les résultats positifs sont souvent très difficiles, voire impossibles, à reproduire par des laboratoires indépendants et sceptiques. C'est un critère essentiel en science. La reproductibilité, oui. Il y a aussi le soupçon du biais de publication, qu'on appelle parfois l'effet tiroir. On publie plus facilement les quelques études qui marchent, même par hasard, et on laisse les nombreuses études négatives ou non concluantes dans les tiroirs. Ça donne une fausse impression de solidité. Et il faut bien dire qu'il y a eu des cas de fraude dans l'histoire de la parapsychologie. Malheureusement, oui. Tout ça mis bout à bout fait que l'association avec ce domaine pèse sur la crédibilité scientifique de la noétique. Donc au final, on a l'impression d'une sorte de dialogue de sourds. C'est un peu ça, une vraie guerre de paradigmes. D'un côté, les tenants de la noétique accusent la science mainstream de dogmatisme matérialiste, d'être fermée à des phénomènes nouveaux ou dérangeants. Et de l'autre côté, De l'autre, la science conventionnelle reproche à la noétique et à la parapsychologie un manque de rigueur, une tendance à surinterpréter des données faibles ou ambiguës, voire une certaine crédulité. Chacun interprète les preuves à travers ses propres filtres philosophiques. bon, si on essaye de synthétiser tout ça, le grand mystère de la conscience, il est loin d'être résolu. On a exploré deux grandes approches. D'un côté, le modèle matérialiste, le cerveau générateur. Il a des bases solides en neurosciences, il explique beaucoup de choses. Mais il bute sur l'essentiel, le vécu subjectif, le problème difficile. Il n'explique pas l'effet que ça fait. Voilà. Et de l'autre côté, on a ce modèle noétique, le cerveau récepteur. C'est une vision séduisante, plus large, qui essaye de connecter la conscience à l'univers, peut-être via la physique quantique, qui prend au sérieux les expériences comme les MI. Et qui manque cruellement de preuves expérimentales solides, reproductibles, pour convaincre la science établie. Ces arguments reposent beaucoup sur l'interprétation de phénomènes limites ou sur des données statistiques très controversées, comme celle de la parapsychologie. Ce débat, il nous montre bien qu'on n'est pas juste face à des données scientifiques brutes, on est aussi face à des cadres de pensée, à des façons différentes de définir ce qu'est une preuve acceptable. Absolument. Et peut-être même face à nos intuitions profondes sur ce qu'est la réalité, notre place dans le cosmos. Ça soulève des questions sur les limites de la méthode scientifique actuelle pour aborder la conscience. Quelle place pour le subjectif dans la recherche universelle? Ce sont des questions ouvertes. Tout à fait. C'est pas juste une affaire de labo, c'est aussi philosophique. Et pour finir, une petite pensée pour la route. Peut-être que cette opposition qu'on a explorée, générateur ou récepteur, elle est un peu trop simple, non? Hmm. Une voie médiane. Peut-être. Et si le cerveau était les deux à la fois? Un système incroyable qui, oui, génère une partie de notre expérience, nos pensées, nos émotions, mais qui agit aussi comme un filtre, un modulateur, peut-être même un co-créateur, en dialogue constant avec un champ de conscience plus vaste qu'on commence à peine à entrevoir. Un filtre actif et un générateur partiel. C'est une piste intéressante qui complexifie encore le tableau. Exactement. De quoi continuer à chercher, à s'interroger et à explorer.